Bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TV Liberté, en partenariat, je le rappelle, avec la revue d'histoire européenne. Avant de retrouver Philippe Conrad et son invité, quelques actualités de l'histoire. Une surprenante découverte en Finlande offre une image unique des peuples de l'âge de pierre de la région. Cette trouvaille concerne un site funéraire contenant les restes d'un enfant, ainsi que des objets, des plumes d'oiseaux, de la fourrure canine et des fibres végétales. Ce qui distingue ce site, c'est l'état de conservation extrêmement bon des fourrures et des plumes de la sépulture par rapport à d'autres découvertes faites en Finlande. Les sols finlandais sont dans l'ensemble en effet très acides, dégradant rapidement toute matière organique qui est enfouie. Ces découvertes donnent un aperçu unique des pratiques funéraires des peuples de l'âge de pierre qui vivaient sur les terres de l'actuelle Finlande orientale. La tombe contenait les dents d'un enfant dont on estime, d'après l'analyse dentaire, qu'il est mort entre l'âge de 3 et 10 ans. Le site a été daté de la période du Mésolithique sur la base de la forme de 2 pointes de flèches en quartz trouvées à l'intérieur. Cela signifie que la tombe a été creusée il y a plus de 8000 ans. Dans les échantillons de sol prélevés sur le site, l'équipe a découvert des plumes de gibier d'eau, plumes qui, selon elle, ont servi à créer une couche sur laquelle l'enfant était allongé. Un seul fragment de plume provenant d'un faucon a également été trouvé. Il peut s'agir de la plume d'une flèche ou d'une décoration sur un vêtement. Outre ces morceaux, l'équipe a également découvert des fragments de fourrure de mammifères à la base de la fosse funéraire. Bon nombre d'entre eux étaient très dégradés, mais au moins 3 étaient suffisamment préservés pour permettre une identification. Selon les archéologues, ces morceaux de fourrure provenaient d'un canidé, tel un loup ou un chien. Cet animal a probablement été déposé au pied de l'enfant dans le cadre du rituel funéraire. De nombreuses questions demeurent bien sûr sur la sépulture de ce mystérieux enfant du Mésolithique, mais les découvertes réalisées par les chercheurs livrent des informations importantes sur les pratiques notamment funéraires de cette période de l'âge de pierre. C'est sur un simple peigne à cheveux que des archéologues israéliens ont découvert ce qui pourrait être la première phrase écrite entièrement en alphabet cananéen, l'un des premiers alphabets de la planète datant de l'âge de bronze il y a 3700 ans. Le peigne en ivoire porte une inscription, une phrase complète, gravée dans des marques peu profondes sur sa surface. Bien que des fragments d'écriture cananéenne aient été trouvés dans d'autres zones d'Israël, ils sont extrêmement rares et seuls des mots isolés restent visibles. Il s'agit donc du premier véritable aperçu d'une phrase entière écrite par les Cananéens. L'inscription est très probablement un sort contre les poux. Selon Joseph Garfinkel, professeur d'archéologie préhistorique et d'archéologie de la période biblique à l'université de Jérusalem, les villes cananéennes sont mentionnées dans des documents égyptiens, dans les lettres d'Amarna écrites en akkadien et dans la Bible hébraïque. L'inscription du peigne est une preuve directe de l'utilisation de l'alphabet dans les activités quotidiennes il y a quelques 3700 ans. Il s'agit d'un jalon dans l'histoire de la capacité humaine à écrire. Cette inscription est composée de 17 lettres individuelles dans la forme cananéenne archaïque, le stade de développement le plus ancien de l'écriture. Réunies, elles forment 7 mots. L'inscription, selon le docteur Daniel Weinstub, épigraphiste à l'université Ben Gurion, cette phrase se lit comme suit « Que cette défense extirpe les poux des cheveux et de la barbe ». Et effectivement, des restes de quelques têtes de poux, d'un demi-millimètre, ont été retrouvés à la base des dents du peigne. Des archéologues italiens ont annoncé la semaine dernière la découverte exceptionnelle d'une vingtaine de statues en bronze antique en Toscane. Elles sont vieilles de plus de 2000 ans. Les plus anciens de ces bronzes ont sans doute été fondus vers 200 ans avant Jésus-Christ. Ils représentent des divinités guérisseuses ainsi que des fidèles faisant des offrandes. Ces statues, remarquablement conservées, ont été découvertes dans la province de Sienne, dans un ancien sanctuaire consacré à la santé. Une sorte d'établissement thermal établi sous la période étrusque et développé ensuite par les Romains. Les archéologues ont aussi découvert sur place 5000 pièces de monnaie. C'est sans doute l'une des plus remarquables découvertes de l'histoire de la Méditerranée antique, assure le ministère de la Culture italien qui envisage déjà de créer sur place un parc archéologique. Ces statues ont survécu aux ravages du temps car elles ont été volontairement protégées au moment de la disparition de ce sanctuaire païen. On les a en effet retrouvées cachées par des tuiles et des colonnes dans des piscines thermales.
ce qui leur a permis de ne pas être retrouvés plus tôt et de ne pas avoir été refondus en monnaie ou en d'autres objets en bronze dans les siècles qui suivirent. Par ailleurs, les inscriptions en étrusque vont permettre de mieux connaître cette langue qui s'écrit avec l'alphabet grec, mais qui reste assez mystérieuse. Une soixantaine de chercheurs et historiens ont déjà été sollicités en Italie pour analyser cette découverte. Je laisse maintenant la parole à Philippe Conrad et à son invité, André Possokov, auteur de L'immigration à l'épreuve des chiffres. Ils reviendront en cette période de débat sur les chiffres réels de l'immigration. Chers téléspectateurs de Passé Présent, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui André Possokov pour son ouvrage consacré à l'immigration. Un ouvrage paru aux éditions Synthèse Nationale et qui comprend 2 volumes. Un premier volume, Immigration, l'épreuve des chiffres, dans lequel l'auteur se penche sur les flux migratoires, sur l'évolution des populations immigrées. Et le deuxième volume, qui s'intitule L'heure des comptes et qui tente d'aborder une évaluation du coût que représente pour la France l'immigration. Alors le sujet est d'actualité, on le sait, les dernières aventures de l'océan Viking et le débarquement des réfugiés récupérés en Méditerranée a mis au premier plan de l'actualité cette question, qui l'est d'ailleurs de manière récurrente depuis longtemps en France, même si on a pendant très longtemps verrouillé l'information à ce sujet. Et le travail d'André Possokov est d'autant plus méritoire que réaliser une synthèse de cette ampleur, évidemment, correspond à un travail d'investigation, de recherche tout à fait considérable. Mais notre émission est une émission historique, comme chacun sait, et comme d'habitude, c'est dans l'histoire qu'il faut aller rechercher les origines de la situation actuelle, et c'est dans l'histoire que l'on peut retracer l'évolution qui nous a conduit à aujourd'hui. Un premier point, tout d'abord, c'est l'idée développée par certains que la France a été de tout temps une terre d'immigration, que l'identité française est le résultat depuis des siècles et des siècles d'un métissage continu. Or, il se trouve que la France a ce privilège d'avoir vu se développer, notamment à partir du milieu du siècle dernier, une école de démographie historique particulièrement innovante et dynamique. On pense à des figures telles que celles de Pierre Chaunu, de François Dupaquier, et à partir de toutes ces données tirées de l'histoire, nous pouvons affirmer, à l'inverse de la proposition que j'évoquais il y a un instant, que l'immigration, c'est un phénomène en France récent, et que le stock de population française, pour l'essentiel, il était stabilisé dès les alentours de l'an 1000, sachant que même au-delà de nos ancêtres les Gaulois, pour une bonne partie, il y a un stock initial de population de l'époque néolithique qui a constitué un petit peu le terreau sur lesquels sont venus ensuite divers envahisseurs, les migrations celtiques au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, nos fameux ancêtres les Gaulois, entre guillemets, et puis ensuite les migrations germaniques que nous appelons, nous, dans notre histoire, les invasions germaniques qui se sont prolongées avec la dernière étape d'invasion scandinave, localisée essentiellement en Normandie, à la veille de l'an 1000. Alors ce stock de population étant installé, étant fixé, il faut attendre quelle époque, André Possokov, pour voir arriver ce phénomène d'immigration, qui est un phénomène contemporain au sens large du terme, c'est-à-dire qui commence avec le 19e siècle. Alors, au milieu du 19e siècle, il y a eu, étant donné la transition démographique que connaissait la France, il y a eu effectivement une immigration d'origine européenne, principalement, notablement, d'origine italienne et belge, Oui. pour alimenter la main-d'œuvre, avec des chiffres importants, mais pas de manière écrasante. La deuxième vague que l'on peut citer, alors cette immigration s'est déroulée
on peut le dire, jusqu'au début du XXe siècle. La deuxième vague d'immigration a été plus importante pour combler les vides qu'a créé la guerre de 1914-1918. Ça a été beaucoup d'Italiens dans le sud-ouest de la France. On voit au monument aux morts tout ce que la guerre a entraîné, mais aussi que, d'après les noms des joueurs de rugby, qu'il y a beaucoup d'Italiens d'origine comme celle-là, par exemple. Et il y a eu aussi beaucoup de Polonais qui sont arrivés dans l'entre-deux-guerres et qui ont occupé surtout la région du Nord. Oui, dans le nord de la France, alors, parce que la main-d'œuvre pour les mines et l'industrie, évidemment, il y avait des besoins considérables. Beaucoup ont fait souche. Il faut noter que dans les années 30, la gauche au pouvoir, du fait du chômage, a renvoyé chez eux beaucoup de Polonais pour faire de la place. Donc et c'est la gauche qui l'a fait. Bon. Il y a eu, après la guerre, une immigration un peu maghrébine. Il y avait pas mal d'Algériens, d'Algériens qui n'étaient pas Algériens à l'époque. Et au début des années 60, pour les Trois Glorieuses, il y a eu une immigration italienne, espagnole et énormément portugaise. Nous nous souvenons tous de l'arrivée des Portugais dans le secteur de l'aide aux populations, de la domesticité et surtout dans les travaux publics. Le bâtiment, évidemment, oui. Ça n'a pas suffi et de toute façon, l'immigration portugaise, à un moment donné, ne s'est peut-être pas tarie, elle a continué, mais elle ne suffisait pas. Et on peut estimer que l'immigration, sous sa forme actuelle, qui débouche sur une invasion migratoire, a commencé au début des années 70, à un moment où le patronat a exercé une pression sur le président Pompidou pour avoir de la main-d'œuvre et aussi un marché. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé l'immigration telle que nous la connaissons. Pas dans les proportions que nous connaissons, mais sa nature. Puis, il y a eu l'affaire du Conseil d'État, de l'arrêt du Conseil d'État. Lorsque le gouvernement de président Giscard d'Estaing a voulu arrêter l'immigration de travail, il a dit on arrête cette immigration, mais il y aura une immigration familiale. Ceux qui sont là feront venir leurs enfants, leurs parents. Et à ce moment-là, devant le développement, ils ont voulu revenir en arrière. Le Premier ministre Barre a voulu revenir en arrière. Et le Conseil d'État s'y est opposé. Ça a ouvert une porte absolument très grande ouverte, et ça a été décisif. Cette décision du Conseil d'État à la fin des années 70 a été décisive. Elle a amené une ruée de population, et cette ruée de population est très largement familiale, puisque aujourd'hui, dans les titres de séjour accordés annuellement, l'immigration familiale représente environ 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est d'ailleurs une très grosse proportion. Alors, ce sont des parents de Français, mais de Français souvent naturalisés. Il y a tous les mariages qui sont des mariages souvent qui ont lieu ailleurs, c'est-à-dire au Maghreb, par exemple. Et puis, il y a beaucoup de textes qui favorisent, et d'une manière générale, dans toute la législation française, qui favorisent l'arrivée d'enfants, de jeunes enfants et de mineurs. En particulier, lorsqu'il y a des parents ou des conjoints de Français qui arrivent et qui sont d'origine maghrébine, ils amènent leurs enfants. Et ceux-là ne sont pas décomptés. Eux-mêmes ont des titres de séjour, sont les fameux 272 000, sont les 100 000 séjours sur les 272 000 séjours, titres de séjour réguliers, normaux, qui sont attribués en France, et on ne les décompte pas. Et on ne sait pas combien ils sont. Or, combien une femme d'origine maghrébine peut, lorsqu'elle revient en France, peut amener de mineurs? On ne sait pas, mais elle peut en amener beaucoup. J'ai introduit un chiffre, mais faible, prudent, dans le décompte des arrivées annuelles. J'en ai introduit pour une dizaine de milliers. Mais, en fait, ça peut être beaucoup plus. Et tout favorise
aussi bien pour l'entrée des migrants réguliers, mais que pour les naturalisations, les mineurs. Et je ne parle pas des mineurs non accompagnés, ceux-là sont accompagnés. Les mineurs non accompagnés, nous en reparlerons. C'est un autre sujet. Une catégorie, oui. Alors, oui, tout ça, finalement, on peut faire remonter tout ça à la fameuse décision de 74 du rapprochement familial retenu par le président Giscard d'Estaing et son Premier ministre Jacques Chirac. Dans un contexte qui était pourtant pas vraiment favorable, puisqu'on était dans la période de la crise. La crise qui a commencé en 73 avec le premier choc pétrolier, qui s'est confirmé à la fin des années 70. Ça veut dire qu'on est en train d'une période de chômage prolongé et important, ce qui évidemment ne constituait pas des conditions idéales pour faire venir de la main-d'œuvre. Oui, mais c'est justement parce qu'il y avait cette crise que le président Giscard d'Estaing et Jacques Chirac ont voulu ralentir l'immigration. Ensuite, oui. Mais ils ont dit, dans ces conditions, ceux qui sont là, on va créer un regroupement familial, puisque eux sont destinés à rester. Ça, donc il est normal qu'ils aient une famille. On a arrêté l'immigration de travail, étant donné ce qu'était le marché du travail, mais on a fait le rapprochement familial. Le problème, c'est que l'immigration de travail ne s'est pas arrêtée. Et que la migration familiale a suivi. Oui. Et lorsqu'on a voulu revenir en arrière, le Conseil d'État s'y est opposé. Et Giscard d'Estaing, il semble qu'il ait reconnu à la fin de sa vie, à la fin de ses jours, a reconnu que c'était une très grave erreur. Mais c'était trop tard, ça fut trop tard. Il n'avait qu'à y penser à ce moment-là. Oui. Il aurait dû faire une loi qui aurait dominé la vie du Conseil d'État. Ils ne l'ont pas fait, ils ont été veuls, je pense qu'il faut utiliser le terme, et nous avons cette immigration familiale. Après avoir quitté la présidence, il a même parlé à un moment d'invasion dans une interview au Figaro Magazine, autant que je me souvienne. Des mots. Ah oui. Et alors, le résultat de tout cela, en termes de chiffres, qu'est-ce que a représenté au fil des ans cette immigration qui ne s'est jamais tarie de fait? Et qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui dans la composition de la population française? Alors, il y a plusieurs idées. Il y a le terme du flux. Et puis, il y a le terme, il y a le stock, il y a la présence des immigrés. Concernant la présence, voyons d'abord les flux. Donc, il y a des tableaux dans le livre qui indiquent que la synthèse chiffrée du flux d'immigration, généralement, le chiffre de 400 000 entrées par an est avancé. C'est qui est énorme. Énorme. En rythme annuel. En réalité, souvent, ce chiffre, contrairement à ce qu'avance Michel Tribala, la démographe bien connue, et parfois Jean-Paul Gorevitch, et même souvent Jean-Paul Gorevitch, il faut tenir compte des sorties. On peut estimer, d'après des textes très flous de l'INSEE, que pour 4 entrées, il y a une sortie. Donc, à mon avis, il faut en tenir compte. Alors, dans le tableau, page 89 Mais une sortie qui concerne les populations immigrées. Population immigrée. Population immigrée. Oui, population immigrée. Parce que la sortie des Français, c'est une autre question. Oui, l'expatriation aussi angoissante. Aussi angoissante. Autre chose, oui. Donc il y a les titres de séjour. Donc il y en a eu, par exemple, en 2019, puisque mon travail a porté sur 2019. 2020, il y a eu le confinement, les chiffres ne sont plus valables. 2021, on ne les a pas. Oui. Et quant à 2022, ce n'est pas fini. Oui. Donc 2019 est l'année de référence de mon travail. Et il y a eu en entrée, en titre de séjour régulier, 277 000. 277 000, c'est une ville importante. Oui, bien sûr. Oui. Une ville importante. Il faut y ajouter donc les enfants, par exemple, les enfants, j'ai retenu 17 000 d'enfants qui sont rentrés, mais ce sont des chiffres calculés de ma part parce qu'il n'y a aucune statistique là-dessus. Et il ne peut pas y en avoir. Il faut voir les lacunes volontaires, non pas, je ne mets pas en cause l'INSEE au plan professionnel, mais les lacunes volontaires. On ne sait pas combien d'enfants rentrent Oui, parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Elles sont de fait interdites. Surtout, il n'y a aucune statistique sur ces enfants-là. Or, ils peuvent être très nombreux. On ne sait pas. Mais nous verrons qu'il y a d'autres lacunes statistiques et que l'absence de lacunes, de statistiques ethniques est comblée par d'autres apports de l'INSEE. Mais là, sur ce sujet,
On ne sait pas combien une femme maghrébine peut amener d'enfants, un seul, 10, on ne sait pas. Il faut y ajouter l'asile. Or, sur l'asile, on a autour de... Alors, les chiffres sont complexes, 170 000 demandes. Là-dessus, rentre en asile environ une cinquantaine de mille. Par contre, qui sont reconnus ceux qui sont reconnus accessibles au droit d'asile sur 170 000 demandes. Ils sont protégés. Donc un petit tiers, quoi. Le reste, eh bien, ils deviennent des irréguliers. Donc pour cela, il faut... Ils ne repartent pas. Même si on leur refuse le droit d'asile, ils ne repartent pas. Ils n'en partent pas. Ils ne veulent pas repartir. Et c'est tout le problème des éloignements. 30 000 par an. Mais beaucoup aidés. Beaucoup sur des Européens. Et les chiffres de tiers qui sont éloignés sont minimes. Parce que, d'abord, ils ne veulent pas partir. Ils ont risqué tout pour arriver. Et deuxièmement, parce que pour ça, il faut négocier avec les pays. Alors, j'aborde ce sujet, mais il faut négocier avec les pays pour qu'ils récupèrent leurs citoyens. Alors, il faut qu'il y ait des LPC, des lettres consulaires. Et beaucoup de pays refusent de les accorder, ou au compte-gouttes. Donc on ne peut rien faire. Autre chose, on arrive à éloigner quelqu'un péniblement, accompagné par 4 policiers, il monte une passerelle, et à ce moment-là, il se met à faire une crise dans l'avion ou en montant dans l'avion. Le pilote dit « je ne décolle pas », et on ramène... Je voudrais dire qu'au Portugal, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui connaissait ce qui se passait. La personne qui est éloignée, l'immigrant qui est éloigné, est accompagné d'un policier et ça se passe toujours sans problème. Parce que le Portugal se fait respecter. Nous ne nous faisons pas respecter. Comment se fait-il que le Mali, dont la première ville, après leur capitale, Bamako, et Montreuil, on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Nous les avons aidés à lutter, on sait ce que ça nous a coûté, en argent, en hommes et en coups de pied aux fesses. Soixantaine de tués, oui. Et le Mali refuse allègrement. Pareil avec l'Algérie. Il y a des moyens. Zemmour les a cités, je les cite dans les chiffres. C'est tout simplement les transferts. Si on arrête les transferts, ces pays-là sont étouffés. Les transferts d'argent. Oui, les transferts d'argent. Issus de la diaspora concernée. Patrick Stefanini dit qu'au Maroc, c'est une source, c'est une ressource financière pour le Maroc qui est de premier plan, plus que les investissements étrangers. Un pays d'Afrique noire à qui l'on coupe, alors on n'arrivera pas à tout couper parce qu'il faut globalement multiplier le chiffre avec les transferts officieux. Mais il est asphyxié. Et nous avons un moyen de pression qui n'est, par lâcheté, pas utilisé. Alors que nous n'arrivons pas, alors par complicité, à renvoyer un nombre appréciable de clandestins. Je prends un autre exemple. En 2019, la police a interpellé 124 000 clandestins. Alors là-dessus, il y a à peu près 70 000, 72 000, tout ça, les chiffres sont dans le livre, de ceux qui sont déboutés de l'asile. Mais ces clandestins, la différence, ces clandestins viennent alimenter le flux de population. Et c'est un flux important. Donc nous avons les gens qui sont acceptés au titre de l'asile, nous avons les gens qui sont déboutés de l'asile, et nous avons les clandestins, ceux qui arrivent, par tous les moyens. Alors comment ceux qui passent les frontières, bon, on a des exemples, nous avons ce que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi nous avons les visas. Il n'y a pas de contrôle des sorties dans les visas. On ne sait pas combien, on sait combien rentre, on ne sait pas combien sort. C'est ça, oui. Et alors, celui qui reste, il lui arrive quoi? Il reste. Les visas peuvent être utilisés comme moyen de chantage. Dans la série, on veut bien récupérer certains des expulsés, mais il faut nous accorder davantage de visas. Oui. C'était le discours qui a été tenu notamment par l'Algérie ces temps derniers. Les commentaires sont inutiles. On se soumet, on est lâche et on se soumet. Au lieu non pas de frapper du poing sur la table, mais d'avoir des discussions, fermes. Pourquoi le Portugal y arrive? Naturellement fermes, oui, bien sûr.
Pourquoi le Portugal y arrive? Pourquoi nous n'y arrivons pas? Donc le résultat, c'est qu'il y a les 272 000 chiffres qui est la plupart du temps cités. Mais il y a plus que ça. Il y a l'asile, il y a les clandestins. Et nous pouvons arriver au problème du stock des clandestins tout de suite après. Alors, il y a les étrangers malades que l'on ne connaît pas. Mais par exemple, le directeur de l'OFII, M. Leski, a des paroles et des écrits dans son petit opuscule qu'il a fait de 50 pages qui sont extrêmement sévères, en disant que nous sommes le seul pays à donner autant de soins à des populations étrangères. Alors on cite souvent l'AME, 1 milliard. Oui, d'accord. L'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État. Mais il y a une députée, Madame Louvagie, qui a pointé, mais vraiment pointé, comme un comptable, ce qui était donné aux étrangers au titre de la maladie. Alors il y a le milliard, qui d'ailleurs reste curieusement stable. À mon avis, il devrait avoir tendance à gonfler, ne serait-ce que parce qu'il y a plus de personnes qui demandent l'AME. Mais il y a d'autres filets, d'autres petites rivières. Et elle n'a pas tout pointé. Elle le dit elle-même sur une douzaine, quinzaine de petites rivières de soins, de subventions, de versements. Elle en a pointé peut-être 6 ou 8. Mais elle dit le coût aujourd'hui est de 1 milliard et demi au titre de ces soins. C'est un cas unique en Europe. Unique. Et puis nous avons les documents provisoires de séjour. Donc tout ça fait beaucoup. Et ce à quoi j'arrive, page 89, c'est que l'entrée des ressortissants des pays tiers, c'est-à-dire pas de l'Union européenne ou de l'AE avec la Suisse, les entrées sont de 630 000. Et franchement... Et de gens qui, théoriquement, n'ont pas vocation à s'installer. Ils n'ont pas de visa particulier en sens. Et il y a des sorties. Et puis des opérations diverses, parce qu'il y a des chiffres qui viennent en diminution. J'arrive à un solde net de 429 000. On retombe là-dessus. 429 000. Enfin, c'est mon chiffre, c'est-à-dire 400 000. En tenant compte des sorties. Parce qu'il y a une émigration d'immigrés. Certains qui partent au Canada, qui rentrent chez eux, ça arrive, pas beaucoup, mais ça arrive. Et donc 400 000. Mais 400 000, c'est énorme. À cela, il faut ajouter les ressortissants de l'Union européenne. Et il en rentre, globalement, 80 000 par an. J'en enlève 20 000 au titre des sorties, un quart, puisque selon l'INSEE, c'est à peu près un quart. Et au total, en entrée, 710 000. Et en net, 489 000, près de 500 000. Alors, il est à noter que parmi ces ressortissants de l'UE, il y a une partie qui vient de pays tiers. Dans les statistiques du ministère de l'Intérieur, j'ai découvert avec un peu d'étonnement, parce que c'est relativement complexe, qu'il y a une partie de ces gens qui sont rentrés qui le viennent au titre familial. Alors, il y en a qui rentrent, je parle de l'UE, il y en a qui viennent au titre du travail, mais au titre familial. Et au titre familial, on a une liste. Ce sont des pays du Maghreb. Or, si je suis européen au titre du travail et que je fais venir quelqu'un de ma famille qui est maghrébin, j'ai de fortes chances d'être maghrébin moi-même. C'est vrai que dans l'UE, moi j'aimerais savoir combien il y a de gens qui sont d'origine pays tiers. Ce serait intéressant à savoir. En tout cas, en termes de chiffres, globalement, vous arrivez donc à un chiffre d'entrée annuelle autour de 400 000. Net, oui. C'est ça. Oui, ce qui est évidemment, en pays tiers. Ce qui est évidemment colossal. Et la tendance est à l'augmentation au cours des dernières années. 2020, tous les chiffres étaient à la diminution parce qu'il y avait le confinement. À cause du confinement, oui. 2021, je ne peux pas dire parce que le livre a été écrit en 2021, début 2022. Disons que c'est encore stable. Mais en réalité, avec ce qui est en train de se passer, on peut arriver à une poussée des entrées. Le problème, ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qui a trait à l'immigration clandestine. En fait, on ne sait rien. Moi, j'ai un document du Sénat, un document où il est dit que
il y a des possibilités d'évaluer l'immigration clandestine. Il y a des techniques. Ces techniques, l'État a dit de ne pas les appliquer. Autrement dit, c'est une volonté d'aveuglement. On ne veut pas savoir. Ça, c'est quand même très grave. Parce que les chiffres, au cumulé, peuvent être extrêmement importants. Donc, ce que j'ai fait, moi, je suis parti à la fois des déboutés concernant l'immigration irrégulière, des déboutés, et en flux, des déboutés de l'asile, et des chiffres des interpellations en 2019. S'ils sont interpellés et qu'ils ne partent pas, c'est fait une immigration clandestine. Le problème, c'est de savoir s'il n'y en a pas plus. Et là, je m'interroge. Alors, c'est là qu'il y a un point important sur l'immigration clandestine. Il y a eu un rapport en 2018, je vais prendre un tout petit peu de temps, mais il y a eu un rapport en 2018 au titre des rapports de l'Assemblée nationale. Et ils avaient étudié le 93, la Seine-Saint-Denis. Il faut voir qu'en Seine-Saint-Denis, l'État n'a plus la maîtrise. Et c'est, je dirais même, n'a plus la maîtrise de tout. La formation, la sécurité, on ne sait plus où on en est. C'est la conclusion de ce rapport. Un rapport extrêmement sérieux, souvent cité. Concernant l'arrivée, vous avez Roissy. À Roissy, ça défère. Et ils ont, dans le rapport, ils ont dit le nombre d'immigrés clandestins varie entre 150, fourchette basse, 150 000, 200 000 dans un département comme le 93. Et 400 000. À un moment donné, on en est. Ils savent combien il y a d'immigrants réguliers. Ils ne savent pas combien il y a d'immigrants irréguliers. Et dans le document, il est indiqué que participer à cette enquête avait été interrogé lors des travaux le directeur des étrangers du ministère de l'Intérieur et le préfet du 93. Et il disait 150, 200 000 immigrés irréguliers, les ESI, les étrangers en situation irrégulière, 150 à 200 000, c'est acceptable. C'est quand même énorme. C'est une grosse ville. Parce que si on multiplie le nombre de personnes qui touchent l'AME en 93, à l'époque, 2018, ça correspond à une multiplication par 3. Donc, l'idée, c'est de prendre le nombre de personnes. Et cela, c'est cité. On ne dit pas un tel a dit que, on cite les personnages. Et c'est très précis. Ils disent on multiplie le nombre de personnes qui touchent l'AME par 3 pour avoir la. Pourquoi ? Parce que beaucoup de clandestins ne se font pas soigner, ils ne touchent pas l'AME. Imaginez qu'ils se fassent tous soigner. Le chiffre de 1 milliard serait multiplié. En conséquence. Donc on arrive, ils disent, on multiplie par 3, c'est un chiffre de 40, 50 000, et on arrive à peu près au chiffre d'irréguliers de 150, 200 000. Ce que j'ai fait, Oberton en avait parlé dans un de ses livres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nombre total en France de personnes qui touchent l'AME, j'ai multiplié par 3. J'arrive à 1 million. Et dans le rapport, il est dit, et c'était confirmé par les personnes interrogées, qu'il y a une possibilité d'erreur d'un tiers. J'ai rajouté un tiers, j'arrive à 1 300 000. Mais il n'y a pas que cela, il y a ceux de Guyane et de Mayotte. Les chiffres sont colossaux. À Mayotte, c'est tous les Comores déferlent. Oui, bien sûr. Et en Guyane, pareil. Comment contrôler les frontières en Guyane ? En pleine Amazonie. La Légion et le régiment colonial ne suffisent pas. Donc, alors j'ai fait ce calcul et j'arrive à 1 400 000. Par prudence, je suis resté à 1 300 000 dans mes calculs. 1 300 000. Il faut voir quand même que lorsqu'il est parti, Collomb, le ministre de l'Intérieur, a dit « ouais, ça fait à peu près 300 000 ». Mais 300 000, c'était inférieur au chiffre de l'AME. C'est un rigolo. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors j'arrive à ce chiffre-là. Stefanini a repris Patrick Stefanini a repris la même méthode, mais il n'a pas fait l'augmentation en plus. Alors, pour aujourd'hui, les entrées en 2020-2021, enfin le nombre de personnes qui touchent l'AME en 2020-2021, ce n'est plus 335 000 comme en 2019, c'est 369 000.
Avec ça, vous arrivez à 1 500 000. Autre chose, on a un rapport de Médecins du Monde qui dit, mais attendez, le nombre d'immigrés clandestins qui ne veulent pas toucher l'AME et ne veulent pas se faire soigner, c'est 85%. Si vous appliquez une règle de 3, vous arrivez à plus de 2 millions d'immigrés clandestins. Alors, je ne retiens pas ce chiffre, par prudence, et puis parce que, évidemment, les fast-checkers de Libération sont intervenus. Autre chose, j'ai voulu en savoir plus. J'ai appelé l'un des rédacteurs des rédacteurs du rapport. Il m'a confirmé, mais il me l'a dit sans que je le suscite, sans lui faire dire. Il m'a dit, cette histoire, c'est le flou le plus complet. Et je lui dis, est-ce que je pourrais avoir, vous savez que lorsqu'il y a des travaux de l'Assemblée nationale, vous avez des auditions. Et on apprend beaucoup de choses dans les auditions lorsqu'on les lit. C'est passionnant. Et là, je demandais à voir, je ne le trouvais pas sur Internet, l'audition. Et il m'a dit, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas de document. Alors j'ai appelé l'Assemblée nationale. Je suis quelqu'un de très aimable et très gentil, qui m'a dit, il y en a un. Il y en a eu, donc on ne m'avait pas dit la vérité. Mais il ne sera pas publié avant 25 ans. Ah oui. On me l'a dit. Voilà quel est le respect sur un sujet aussi délicat des citoyens. Donc aujourd'hui, j'arrive à 1 500 000 immigrés. Alors pas tout le monde est d'accord, bien entendu, puisque les chiffres les plus récents, mais il faut voir que lorsque Gourevitch, dans ses documents qui se reportaient à la mai 2010, il arrivait déjà à 680 000. 680 000 en 2010. Des clandestins. Des clandestins. Ouais. Il arrivait à parler des clandestins. Autrement dit, il estimait qu'il y avait à peu près 680 000 immigrés clandestins en France sur une époque, sur une date qui était plutôt 2010-2012. Ça fait 20 ans. Ça fait 10 ans. Et surtout lorsqu'on voit ce qui se passe. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas le 93. Il y a le Val d'Oise, il y a Seine-et-Marne, il y a Tupaca. Donc en fait, le problème du 93, il peut être multiplié. Oui. Je pense que le sujet de l'immigration clandestine est énorme. Et là-dessus, on accueille bien évidemment le plus possible. On condamne les identitaires et on accueille M. Héroux, on le flatte, on le récompense. Qu'est-ce qu'on est ? Ils arrivent. Oui. Et alors, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que le pouvoir ou le gouvernement ou le système est quelque part aussi désarmé dans la mesure où il est contraint par la législation européenne et par les décisions relevant de la Cour européenne des droits de l'homme, ici en France, le Conseil constitutionnel. Finalement, l'État français est paralysé par rapport à ce défi. Mon sentiment à moi, c'est que le gouvernement actuel français est complice. Et c'est le gouvernement des juges. C'est le gouvernement des juges. Le Conseil constitutionnel... alors, je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel, mais au début des années 70, a décidé qu'il allait contrôler la constitutionnalité des lois, non pas simplement en vertu des articles de la Constitution, mais des introductions, des préalables, des préambules. Mais avec ça, on peut tout faire. Concernant les mineurs non accompagnés et les mineurs isolés étrangers, on se réfère à un texte international sur les droits de l'enfance. Donc il est dit que l'État doit assurer, et sans tenir compte de la race, de la religion, doit prendre en charge loyalement les enfants qui sont sous sa juridiction. Alors c'est vrai que cela veut dire qu'il faut s'occuper des orphelins, que lorsque un Français a des enfants, et quelle que soit son origine, c'est sous sa juridiction. Mais lorsque quelqu'un de 15 ans est amené en France, grâce aux passeurs, qui sont des voyous, grâce aux filières, grâce aux filières notamment, grâce aux ONG qui sont complètement mélangées. Eh ben, est-ce qu'ils sont sous sa juridiction? À ce moment-là, le monde entier des enfants peut déferler. Il suffit qu'ils mettent le pied en France.
c'est l'extension, tout simplement, d'un texte extrêmement général que l'on peut interpréter comme on veut et dont on peut faire ce que l'on veut. Le résultat, c'est le problème des mineurs isolés et des MNA, qui est très lié à l'immigration clandestine, dont on parle beaucoup, dont Éric Zemmour a beaucoup parlé, mais qui est une calamité. Puisque, depuis peu, 2017, il en rentre au moins 50. Alors, sauf la période confinement, où ça a baissé. Il en rentre à peu près 50 000 par an. 50 000 par an, et à ce moment-là, ils sont pris en charge. Après un examen approfondi. Ils sont pris en charge par l'aide, par l'assistance à l'enfance, qui est une prestation départementale. On peut estimer que sur les 50 000, il y en a 15 000 qui ont été pris chaque année. Et ceux-là sont pris en charge. Alors, on s'occupe de tout. On estime, le chiffre généralement retenu pour leur nombre, de ceux qui sont pris en charge. Ça fait 40 000. Et le coût moyen est de 50 000. Ouais, enfin, 50 000, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Parce que moi, j'ai des chiffres sur... Enfin, moi, les chiffres sont fournis par... dans les Alpes-Maritimes, on arrive facilement à 90 000 par personne. Ce sont des chiffres. Total 2 milliards. Et de plus, on a un autre problème qui n'est jamais abordé. Et ceux qui sont refusés, ils sont refusés pourquoi? Parce que beaucoup sont majeurs. On a eu des cas de quadragénaires qui sont arrivés en disant on est mineurs. Prétendus mineurs. Donc 50 000, alors, moins 15 000, ça fait 35 000. Et ceux-là, ils deviennent quoi? Ils rentrent chez eux? Il n'y a pas de question. Personne ne rentre, évidemment. Eh bien, ils rentrent dans le flou. Ils rentrent dans le monde évanescent de l'immigration clandestine. Et alors, il y a un grand argument qui est avancé pour les tenants de l'accueil, c'est le fait que la France aurait inévitablement besoin de main-d'œuvre et que cette immigration, qu'elle fût légale ou clandestine, au bout du compte, finalement, ça permettrait de solutionner cette question. C'est l'argument qui est souvent avancé, que de toute manière, on n'aura pas le choix. L'Europe est vieillissante et c'est un besoin incontournable d'avoir recours à cette main-d'œuvre immigrée. En vérité particulière, c'est vrai. En 2014-2015, le Capital, je n'ai pas eu autre chose, Capital estimait à 1,3 million le nombre de personnes qui travaillaient dans les entreprises, on avait besoin d'eux, et notamment dans l'agriculture, les travailleurs saisonniers, les travailleurs traditionnels. Saisonniers, et je crois que c'est vrai. En idée générale, c'est faux. Alors on dit, ils veulent pas prendre ils prennent le travail dont les Français ne veulent pas, en particulier les métiers dangereux. Ah bon? Pompiers, police, c'est vrai. Et les métiers pénibles, l'agriculture, ils sont pas significatifs dans l'agriculture. Et puis on est très... Alors il y a eu une étude de France Stratégie là-dessus, mais il y a des domaines où ils sont importants, mais ils sont pas majoritaires. Ils ont une proportion importante, certes, mais comme ça porte sur des chiffres inférieurs, parce qu'il reste quand même la masse française, au global, c'est pas énorme. Il y a deux domaines où ils sont importants, c'est le domaine des travaux publics. Mais pas si considérable, parce que nous, à Paris, on ne voit que. Mais lorsque vous allez en province, éloignée, sur les chantiers, comme sur les autoroutes, c'est beaucoup moins vrai. Le deuxième domaine, c'est celui du gardiennage, dont on entend souvent parler. Jean-Yves Le Gallou dit, oui, mais si on met des Français d'origine et qu'ils commencent à faire leur travail, ils seront accusés de racisme. Alors le patron... donc nous avons des gardiennages, c'est-à-dire d'origine africaine. Voilà. Mais ce n'est pas une idée juste, parce que en France, nous avons... D'après les normes BIT, 2,5 millions, d'ailleurs sont mes chiffres, 2,5 millions de chômeurs. Mais si on prend ceux de la DARES, c'est plus de 6 millions. Et lorsqu'on fait les calculs, comme je les ai fait dans le deuxième tome, du nombre de ceux qui ont une difficulté avec l'emploi, c'est-à-dire le halo de l'immigration, comme dit la DARES, on arrive
9 millions de personnes, ce qui fait que les 10% de chômeurs, les 8% de chômeurs sont balayés, c'est faux. Mais on a 9 millions de personnes. Alors pourquoi ces 9 millions de personnes, la plupart, et là-dessus, sur les 9 millions de personnes, le calcul des immigrés sur les 9 millions, c'est 1,7 million. Donc le reste sont des Français, c'est à préciser. Mais il y a de la matière. Et je vais citer, et je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais je maintiens, monsieur Pierre Brochand, qui a été le patron de la DGSE de 2002 à 2008. Référence, autorité. Ouais, enfin, ça veut dire qu'il a des informations. Voilà, oui. A fait un exposé extrêmement long à Res Publica, dirigé par M. Chevènement. Il dit beaucoup de choses importantes. Et il cite, sur ce sujet, il dit c'est faux. Et il n'est pas le seul à le dire. J'ai fait tout un développement dans le 2e tome là-dessus. Et il dit, or d'une part, comme l'a fait remarquer un expert au-dessus de tout soupçon, ce qui n'est pas notre opinion à nous, Hervé Lebras, ouvrez les guillemets, la France n'a pas besoin de l'immigration, fermez les guillemets, SIC, car elle dispose de réserves d'activités très importantes, chômeurs, femmes seniors, robots, chose que, contrairement au Japon, nous n'avons pas fait. Et d'autre part, la main-d'œuvre issue de l'immigration est, si l'on ose dire, non seulement sous-employée, mais aussi sous-active et sous-employable. Et ça, Patrick Stefanini a beaucoup développé. Oui, faute de formation suffisante. Donc, on se trouve aujourd'hui avec une politique qui mène à ce que les employeurs n'aient pas suffisamment d'employés et que on organise une arrivée de gens qui ne sont pas employables. Et on a la crise que l'on a, on paye et on n'a pas les contradiction complète, évidemment, oui. Donc, c'est une idée qui, globalement, n'est pas juste et qui aboutit à des conclusions dramatiques. C'est que l'on a des arrivées écrasantes et un coût écrasant. C'est ce qui est développé dans le 2e tome. Je dois dire aussi que Brochand a développé, mais on l'avait lu, c'est que nous ne maîtrisons pas cette immigration, notamment l'immigration familiale, parce que jouent les diasporas. Autrement dit, et même les employeurs, parce que l'immigration clandestine est une forme d'esclavage moderne. Et on a des cas où des employeurs ont été condamnés, parfois en Bretagne. Donc l'immigration clandestine ne résout pas notre problème. Et alors, en ce qui concerne l'immigration familiale, la diaspora fait venir. Et il y a eu un auteur anglais qui est cité par Brochand, et je crois Patrick Stefanini aussi, qui dit 10 immigrés qui arrivent, ils en font venir 7. Les 7 en font venir. C'est cumulatif. Ils utilisent le terme de système de Ponzi. Conclusion de Brochand, nous n'avons plus, même sans l'Union européenne, même sans le gouvernement des juges, même sans cela, nous n'avons plus la maîtrise. Ceux qui commandent, ce sont les immigrés eux-mêmes. Alors, la question évidemment qui se pose et qui est de plus en plus mise en avant aujourd'hui, c'est l'analyse ou l'évaluation des conséquences de ce phénomène. Phénomène, vous l'avez bien montré, qui prend son ampleur à partir des années 60. Ça fait donc maintenant 60 ans que les choses durent dans ce sens-là. Une immigration toujours plus massive en Europe, avec de plus les déclarations aussi bien de l'ONU que de la Commission européenne cautionnant en quelque sorte cette évolution. Mais quelles vont être les conséquences de ce phénomène? On commence à voir se développer un certain nombre de tensions. On commence à voir, notamment avec la menace islamiste qui se recoupe dans une certaine mesure avec l'immigration. Quelles vont être les conséquences de ce phénomène qu'on n'a pas du tout anticipé, qu'on n'a pas du tout mesuré en amont? Qu'on n'a pas voulu. Oui, les yeux grands fermés, comme disait Michel Tribala, c'est à ce propos. À qui l'on a fermé beaucoup de portes. Bien sûr, qui a été placardisé du fait de sa lucidité. Écoutez, en ne prenant que les immigrés,
et les descendants d'immigrés, c'est-à-dire la première génération. Parce que l'INSEE ne fait pas de statistiques ethniques, mais elle donne des chiffres auxquels j'ai fait confiance et je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Sur le nombre d'immigrés, dont certains sont étrangers, d'autres naturalisés, et les descendants d'immigrés première génération. Avant de venir ça, je dois dire qu'il y a un autre problème qui est celui de ceux qui suivent, c'est-à-dire les petits-enfants, la deuxième génération, et même derrière. Alors, ceux-là, l'État ne les compte pas comme immigrés et descendants d'immigrés, parce que comme ils sont installés en France depuis maintenant beaucoup, comment dirais-je, on estime qu'ils sont des Français à part entière. Ils ont été naturalisés. Mais ils sont nés Français. Même les descendants d'immigrés sont nés Français. Voilà. Et que la problématique de l'immigration ne les concerne pas. C'est évidemment faux. Oui, parce que la réalité sociale et culturelle... Dans un livre, un excellent livre, La déferlante de M. Lévesque, il a des passages là-dessus. Lorsqu'on sait qu'il y a une grosse majorité d'enfants, de jeunes, descendants de l'immigration, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus les descendants d'immigration, il y a des descendants d'immigration, mais il y a ceux qui sont derrière, qui préfèrent la charia aux lois de la République, ben ceux-là, ils ne sont pas français. Ils sont quoi? Mais on ne les compte pas. Donc lorsqu'on arrive aux chiffres que je vais vous donner de la présence immigrée, ben, on ne tient pas compte de cela. Or, lorsqu'on dit les Français, parmi les Français, combien sont des descendants d'immigrés? Combien se sentent plus musulmans? Pas tous, puisqu'il y en a qui ne sont pas musulmans. Combien se sentent étrangers? Ne veut surtout pas entendre parler de la France, qui passe son temps à s'agenouiller. C'est ce qu'on ne sait pas. C'est encore une grosse lacune du domaine statistique français. C'est qu'on ne sait pas et qu'on ne veut pas savoir. Or, M. Brochant a fait une estimation des gens dont on peut penser qu'ils sont réellement assimilés. Je rappelle Jean-Yves Le Gallou à Sud Radio contre... un homme de gauche qui disait « Mais moi je connais beaucoup de gens complètement assimilés qui ne demandent qu'une chose, c'est vivre comme nous. » Brochant estime que dans la population immigrée en France, 5 à 10% peuvent être classés comme assimilés, au terme, selon le sens classique. C'est dans le compte-rendu. Insertion et intégration, pardon. Intégration, 30 à 35%. Ça veut dire qu'ils n'abandonnent pas leur culture, ils n'abandonnent pas ce qu'ils sont eux. Ils ne sont pas assimilés. 30 à 35%. Mais ça veut dire que s'ils rentrent, ils acceptent de perdre des choses, mais nous aussi. Et on voit ça dans les livres d'histoire. Quant à l'insertion et l'intégration, alors ça nous fait 40-45%. Et le reste? On appelle ça, par euphémisme, insertion et inclusion. Autre nom, autrement dit, comme le dit Pierre Brochant, c'est les autres noms de la sécession. Vous savez ce mot qu'a utilisé l'illustre Hollande devant les 2 journalistes du Monde. Donc pour plus de 50%, sécession. Là-dessus, une petite moitié, 20 à 25%, sont entre les 2 rives, ni exclus, ni inclus. Ils travaillent. Et le reste, 30 à 35%, posture négative, parfois agressive, et même haineuse vis-à-vis de la France. C'est ce chiffre cité, et puis pas devant un petit Cénacle, devant le Res Publica. Donc lorsqu'on dit oui, ils sont... Non, c'est faux. Alors, certains le sont assimilés, bien sûr. Bien sûr. Moi, je me souviens, lorsque j'étais petit, dans les années 50, il y avait un champion de tennis, s'appelait Robert Abdeslam, qui était avocat. Il était arabe, eh bien, il était... oui, bien sûr. Et combien? Et les harkis? Oui. Et puis même dans l'immigration ultérieure, il se trouve que j'ai eu pas mal d'élèves qui en étaient issus, et dans ce stock-là, il y avait un certain nombre de gens qui étaient parfaitement assimilés, mais on a le sentiment aujourd'hui qu'effectivement c'est une minorité. Écoutez, je cite, et en fait ce n'est pas maîtrisé.
Rien n'est maîtrisé. Rien n'est maîtrisé, ça c'est certain. Oui. Alors, je voudrais... Une absence totale de volonté politique, déjà pour commencer, donc on risque pas de maîtriser les choses. Et puis, il y a cette pénombre, ce que je cite, c'est celle de la seconde génération. Je suis certain qu'il y a des immigrés seconde génération qui, et même avant, qui sont... oui, il n'y a pas... Mais les chiffres, les statistiques de ceux qui disent « moi, ce qui compte, c'est la charia et c'est pas les lois de la République ». C'est un élément déterminant, évidemment. Oui. Et puis derrière la loi de la République, c'est la France. Oui, bien sûr. Et là, je crois que il faut évidemment mettre en avant un devoir de vigilance de plus en plus affirmé, et puis surtout la nécessité d'une volonté politique qui, appuyée sur une analyse lucide de la situation, puisse permettre de renverser les tendances mortifères avec lesquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Bien, je n'ai pas le temps pour un point supplémentaire. Un dernier mot, si vous voulez. Oui, un dernier mot. Encore une minute. Alors, j'arrive à tiers et européens. N'oublions pas les Européens. J'arrive à 11 millions, y compris l'immigration clandestine, puisque j'arrivais à 1,3 million. À peu près 11 millions d'immigrés et de descendants d'immigrés, c'est-à-dire les générations juste en dessous. 11 millions, 5 millions pour les Européens, total 16 millions. Ça fait 24,3%. Mais il y a une nuance, 24,3%. Mais si on fait par rapport à la population française hors immigrés, ça fait 30%. Mais dans la population française non immigrée, vous avez la seconde génération, vous avez ces gens-là, alors combien? Par contre, les ratios des immigrés et descendants d'immigrés originaires des pays tiers, au sein d'une population française totale de 67 millions d'habitants, c'est-à-dire tout compris. En 2009, nous étions 67 millions. INSEE, 16,3%. Donc, il faut distinguer. Et au sein d'une population française totale, alors par rapport à la population française hors immigrés, les tiers représentent 21%, pas 25%. Et par rapport à la population européenne, parce que le jour où ça claque, les Portugais, les Italiens, ils ne se joindront pas à eux. Donc je prends population européenne, d'origine européenne et population française. 19% de tiers. Donc ce sont des chiffres qui sont... Alors il y a toute une annexe qui développe ces chiffres-là. Donc les chiffres doivent être nuancés, mais derrière, ils ne tiennent pas compte de ceux qui sont derrière. Merci beaucoup André Possokov pour cette analyse approfondie d'une question ô combien d'actualité. Je rappelle le titre de votre ouvrage en 2 volumes, Immigration, l'épreuve des chiffres, premier volume, et Immigration, l'heure des comptes. Alors ce sont des ouvrages qui sont publiés aux éditions Synthèse Nationale. Et je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Philippe Conrad. Merci Philippe, merci à votre invité André Possokov. Parlons maintenant d'une très belle exposition qui, si elle n'est pas historique, mérite le détour et met à l'honneur une artiste hors norme, novatrice et inspirante, Rosa Bonheur. Cette exposition se déroule au musée d'Orsay jusqu'au 15 janvier 2023. Cette artiste plaça le monde vivant au cœur de son travail et de son existence. Elle s'engagea pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité et chercha par son travail à exprimer leur vitalité et, si je puis dire, leur âme. Par sa grande maîtrise technique, elle sut restituer à la fois l'anatomie et la psychologie animale. Cette exposition permet de faire découvrir au public la puissance et la richesse de son œuvre en rassemblant et choisissant dans l'immense corpus de l'artiste une sélection exigeante d'environ 200 œuvres, peintures, art graphique, sculpture, photographie, issues des plus prestigieuses collections publiques et privées d'Europe et des États-Unis. Le regard que Rosa Bonheur porte sur le monde qui l'entoure témoigne d'une vision exceptionnelle de la flore comme de la faune. Fascinée par les animaux, elle avait rassemblé autour d'elle, dans sa propriété de By, une formidable ménagerie comptant des dizaines d'espèces différentes où se côtoyaient notamment chiens, cerfs et fauves. L'exposition joue sur les ruptures d'échelle, l'artiste ayant peint de très petits formats ou au contraire des œuvres monumentales, les plus souvent panoramiques et dynamiques, tout autant que des portraits en pied d'animaux. C'est ainsi que Rosa Bonheur dépeint la majesté du cerf dans son tableau « Le roi de la forêt », des bœufs travailleurs de la terre dans le célèbre Labourage nivernais, ou encore la beauté et l'énergie de chevaux à demi sauvages dans la foulaison du blé en Camargue.
L'artiste peint leur appartenance au monde rural tout en exaltant leur force tellurique. Mais je vais laisser la parole à Anne Sicard qui va vous brosser le portrait de cette femme peintre qui fut l'une des rares à avoir connu la célébrité et la fortune de son vivant. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au hasard d'une lecture, j'ai redécouvert avec le même émerveillement l'œuvre du peintre Rosa Bonheur. J'ai donc décidé de vous parler de son existence riche et originale et de son œuvre qui est aujourd'hui malheureusement plus connue aux États-Unis qu'en France. Marie-Rosalie Bonheur est née à Bordeaux le 16 mars 1822 dans une famille d'artistes. Son père est peintre et sa mère, Sophie Marquis, est née de parents inconnus mais a été adoptée par un riche commerçant bordelais, monsieur Dublanc de Lahaye. Celui-ci va prendre soin de sa petite protégée, lui permettre de bénéficier d'une éducation complète, en particulier des cours de musique et surtout des cours de dessin. C'est ainsi qu'elle va tomber amoureuse et épouser son séduisant professeur de dessin, Raymond Bonheur. La mère de Rosa apprendra plus tard que son père adoptif était en fait son père biologique, mais on ne sait rien de la mère. Monsieur Dublanc de Lahaye, émigré en Allemagne pendant la Révolution, y aurait rencontré son premier amour. La mère de Marie-Rosalie Bonheur serait le fruit de cette passion. La petite Rosa, comme sa maman l'appelle, imaginera devant le mystère des origines maternelles qu'elles sont hautement aristocratiques, voire de sang royal. De toutes les façons, le grand-père emporte son secret dans la tombe. Les Bonheur vont avoir 4 enfants, tous, encouragés par leurs parents, vont suivre des carrières artistiques. Rosa, Auguste et Juliette seront peintres, tandis que leur frère Isidore deviendra sculpteur. Rosa a une petite enfance heureuse dans cette famille d'artistes, une enfance qu'elle partage d'abord avec ses deux frères nés comme elle à Bordeaux. La famille séjourne soit en ville, soit au château de Monsieur Dublanc à Quinsac, le château de Grimont. Marie-Rosalie est une enfant vive, pleine de caractère et qui ne craint pas grand-chose. Pendant ses séjours au château, elle court les champs, les bois, les étables, elle commence déjà à dessiner. C'est ici qu'elle prend le goût à la nature, un goût qui ne la quittera jamais. Toute petite déjà, elle joue avec les garçons de Monsieur Dublanc, et puis avec ses frères, les suit à la chasse, court la campagne et va même jusqu'à se bagarrer. Elle écrit dans ses mémoires « J'étais le plus garçon de tous. Je vois encore l'empressement avec lequel je courais au pré où l'on menait paître les bœufs. Ils ont failli me corner bien des fois, ne se doutant pas que la petite fille qu'ils poursuivaient devait passer sa vie à faire admirer la beauté de leur pelage. » Elle écrit encore « J'avais pour les étables un goût plus irrésistible que jamais courtisan pour les antichambres royales ou impériales. Vous ne sauriez vous douter du plaisir que j'éprouvais de me sentir lécher la tête par quelque excellente vache que l'on était en train de traire. » On reconnaît ici l'amour de Rosa Bonheur pour les animaux, un amour qui ne la quittera jamais et qui s'exprimera par ses peintures animalières incomparables. À la mort de son grand-père en 1830, les choses se gâtent. Son père avait en plus décidé depuis 2 ans de s'installer à Paris. La famille va le rejoindre. La mère de Rosa n'a hérité d'aucun bien et d'aucune rente de la part de son père. Aucun héritage. Une chose curieuse alors que cet homme avait pris soin d'elle toute sa vie. Il paraît que le secrétaire où se trouvaient les papiers du vieil homme a été fracturé et que les papiers ont disparu. Les 2 demi-frères de Sophie, la maman de Rosa, pouvaient ainsi jouir des biens paternels sans cette encombrante demi-sœur. Bref, voilà le début d'une triste période pour Rosa et on en gardera toujours un amer souvenir. D'autant plus que son père est un homme idéaliste mais n'a aucune notion de l'argent. Les cours de dessin qu'il donne et les cours de musique dispensés par la mère de Rosa ne suffisent pas du tout à faire vivre décemment la famille qui frôle la misère. Au point qu'à la mort de sa femme en 1833, Raymond Bonheur, qui a en plus abandonné le domicile conjugal pour rejoindre une communauté de Saint-Simoniens au couvent de Ménilmontant, n'a même pas de quoi lui payer un enterrement décent et que la pauvre femme est enterrée dans la fosse commune de Montmartre. Cela marquera la petite Rosa. Maintenant que sa maman est morte, ses frères et ses sœurs sont placés ou envoyés en pension, mais elle refuse.
C'est une chance dans l'éducation de Rosa, car son père, devenu saint-simonien, comme je vous le disais, est plutôt favorable à l'émancipation féminine. Et il laisse Rosa développer son talent. Mais les difficultés de la vie et la philosophie paternelle vont accentuer le caractère indépendant de Marie Rosalie. En 1835, Rosa a 13 ans et convainc son père de la laisser abandonner ses études, puis sa formation de couturière, pour se consacrer uniquement à la peinture. Malgré sa désapprobation, son père, qui avait été jusqu'à présent son unique professeur, l'a fait rentrer dans l'atelier du peintre Coignet, car les beaux-arts sont à cette époque interdits aux femmes. Elle passe alors son temps au Louvre où elle obtient l'autorisation de reproduire certaines œuvres. Elle parcourt aussi Paris et ses environs qui sont évidemment peu construits à l'époque et elle peint les paysages, en particulier ceux du bois de Boulogne. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est peindre les animaux. Et elle se spécialise bientôt entièrement dans la peinture animalière. Elle s'essaie aussi à la sculpture animalière, pour laquelle elle est très douée, mais finalement, elle laissera peu d'œuvres sculptées. Elle dira plus tard à propos des animaux: la chose que j'observais avec un intérêt spécial, c'était l'expression de leur regard. L'œil n'est-il pas le miroir de l'âme, comme toute créature vivante? Elle expose pour la première fois à seulement 19 ans au salon de 1841. Ce n'est que 4 ans plus tard, en 1845, qu'elle gagne une médaille de bronze, puis en 1848 une médaille d'or pour son tableau « Bœufs et taureaux, race Cantal ». C'est alors que l'État lui passe une commande pour réaliser un tableau agraire. Rosa commence une ascension et ses œuvres rencontrent un succès qui ne cesseront qu'après sa mort. Le tableau, issu de la commande de l'État, remporte un succès phénoménal. Il s'agit du Labourage Nivernais qu'elle peint après avoir découvert la région en séjournant au château de la Cave chez son amie Esther Mathieu. C'est un tableau d'un stupéfiant réalisme et d'une grande beauté qui représente le sombrage, c'est-à-dire les labours d'automne faits pour aérer la terre avant l'hiver. Ce tableau est loué par toute la critique et lance définitivement sa carrière. Quand son père meurt en 1849, Rosa Bonheur reprend tout de même la direction de son école de dessin pour jeunes filles, direction qu'elle assurera jusqu'en 1860. En 1853, elle peint un tableau gigantesque, Le marché aux chevaux. Il fait 2,44 m sur 5. Encore une fois, magnifique. Si grand en plus pour une femme qui ne fait qu'un petit mètre 50. Il est remarqué et encensé par tous, même s'il ne reçoit aucun prix. Rosa obtient désormais le privilège de pouvoir exposer ses tableaux sans passer par l'autorisation du jury. Un marchand d'art, Ernest Gambard, lui achète le tableau Le marché aux chevaux. Il revient pour lui en commander un autre. Il se lie d'amitié et avec lui, elle réfléchit à une sorte de promotion de son œuvre. Elle est la première femme à avoir utilisé en quelque sorte les services d'un agent. Ernest lui organise des tournées dans toute l'Europe où elle rencontre même la reine Victoria. En 1855, à l'exposition universelle, pour son tableau La Fenaison en Auvergne, elle obtient pour la seconde fois une médaille d'or. Elle aurait dû alors recevoir la Légion d'honneur, mais en tant que femme, ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1865 que l'impératrice Eugénie lui remettra la Légion d'honneur au rang de Grand Croix. L'impératrice lui déclara: « Vous voilà chevalier, je suis heureuse d'être la marraine de la première femme artiste qui reçoive cette haute distinction. » Elle fut aussi la première femme en 1894 à être élevée au grade d'officier, mais sous la XIIIe République cette fois-ci. Bientôt, le tableau Le marché aux chevaux est acheté pour une somme astronomique par un riche américain qui en fait cadeau au Metropolitan Museum où il est toujours. Rosa n'a plus besoin désormais d'exposer sa production. Tous les tableaux sont vendus d'avance. Elle peut même se permettre de refuser les commandes qui ne lui plaisent pas. Fait rare pour une femme à cette époque, elle peut bientôt acheter à 37 ans une belle propriété avec le fruit de son travail. En 1859, elle s'installe à la lisière de la forêt de Fontainebleau, à By, près de Thomery. C'est du château de Fontainebleau, par ailleurs, l'une des résidences du couple impérial, que l'impératrice Eugénie viendra en voisine, à By, sans prévenir, pour la décorer elle-même de la Légion d'honneur. Une petite anecdote à ce sujet, le petit prince impérial dont je vous racontais la triste mort dernièrement, accompagnait sa mère et fut tout étonné de voir cette femme en pantalon, car Rosa peignait en tenue de maquignon, pantalon plus blouse. Rosa Bonheur s'est fait construire plutôt un vaste atelier et un belvédère par l'archiduc Jules Saunier. Elle peut aussi aménager son château pour tous les animaux qui vivent avec elle. Mouflons, cerfs, biches, sangliers, moutons, chevaux, bœufs, chiens, chats
et même un couple de lions dont le mâle reste en cage, mais dont la femelle, Fatma, déambule en liberté. Elle recrée ainsi l'atmosphère de son enfance au château de Quinsac, une espèce de paradis. Son amour des animaux fera de Rosa Bonheur l'une des premières femmes à adhérer à la SPA, créée en 1845. Dans sa vie privée ou publique, il est indubitable que Rosa Bonheur transgressait un certain nombre d'interdits. Déjà, elle portait souvent le pantalon pour aller dans les foires aux bestiaux en particulier, et elle avait obtenu pour cela une autorisation spéciale de la préfecture de police, autorisation qu'elle devait renouveler tous les 6 mois. Elle fumait comme un pompier, en particulier des Havanes, qu'elle appréciait beaucoup. Elle montait à cheval comme un homme, et non en Amazone. Et puis également, elle choisit le célibat, sans aucun doute pour rester libre et ne pas tomber sous l'autorité d'un homme. Au XIXe siècle, l'épouse restait une mineure devant la loi, soumise à son mari. Rosa a vécu successivement avec 2 femmes, mais on sait peu de choses, relations platoniques ou pas, peu importe. Rosa Bonheur n'a défendu aucune cause et ne revendiquait rien. Les 2 femmes dans ces 2 femmes, il y a tout d'abord Nathalie Mikas, rencontrée en 1837 à l'âge de 14 ans et avec laquelle elle vécut plus de 30 ans. Puis, après la mort de celle-ci, Anna Klumt, une femme peintre américaine à qui elle légua tous ses biens. Elle rencontra Anna en 1889, année où un célèbre américain, le colonel Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill, était de passage en France pour l'exposition universelle avec sa troupe de cow-boys et d'indiens. Rosa va assister, comme tout le monde, comme le tout Paris, au spectacle, le Wild West Show. Elle fait des visites au camp indien de Buffalo, durant lesquelles elle va peindre les hommes, les armes, les animaux, en particulier les bisons. Elle invite alors Buffalo Bill, qui est très heureux de voir cette célèbre Frenchie dans sa propriété de Bee. Une solide amitié naîtra de cette rencontre. Elle fera le portrait de Buffalo Bill et le cow-boy lui offrira un magnifique costume de sioux, un arc et des flèches en remerciement. Mais le 25 mai 1899, à l'âge de 77 ans, ça fait 120 ans cette année, au château de Bee, elle meurt d'une congestion pulmonaire contractée à la suite d'une promenade en forêt. Elle n'a pu achever son dernier tableau, La foulaison du blé en Camargue, d'un format encore étonnant, 3 mètres sur 6. Le XIXe siècle ne fut pas un siècle facile pour les femmes. Beaucoup surent néanmoins se tailler un destin. Rosa Bonheur reste l'une des plus célèbres d'entre elles. C'était un génie de la peinture, sensible, volontaire, un peintre exceptionnel qui fait bien rare, fut reconnu de son vivant. Elle a tracé sa route sans se retourner, mais sans jamais créer de scandale, eut vraiment l'habilité, l'intelligence de rester discrète et indépendante malgré la célébrité. Rosa Bonheur nageait à contre-courant sans s'occuper des autres. Elle était vraiment une femme libre.